Je suis journaliste en fait à la base, journaliste de radio et petit à petit j'ai cédé aux sirènes du web et ça fait maintenant 7 ans que j'essaye au quotidien de rendre intelligible justement des données. Alors je reviendrai sur les définitions, la définition que je donne aux données, mais on réfléchit vraiment quotidiennement comment présenter de manière claire et accessible nos contenus en profitant de l'approche multimédia propre donc au web, aux nouvelles possibilités offertes. Ce qui est important pour nous, et je pense aussi pour vous de comprendre dans notre point de vue en rédaction, c'est que nous évoluons dans un monde numérique en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que on doit s'adapter en permanence. Et c'est à la fois une chance, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives et c'est à la fois une contrainte très importante. Et je vais revenir dans le détail sur justement ces contraintes spécifiques. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est il y aura des exemples des productions et des questions qu'on se pose, mais il y a aussi la question de ce contexte qui est vraiment très très important. Parce que, et je le marque ici, c'est un casse-tête d'avoir la prétention de présenter les contenus sur tous les supports et sur toutes les plateformes qui sont aujourd'hui disponibles. Parce que ces plateformes divergent vraiment et sur la manière de consommer l'information, sur la manière de la présenter. Donc on y reviendra. Mais on peut se dire qu'il y a des contraintes techniques spécifiques liées au développement informatique, au code informatique, mais il y a aussi des contraintes liées aux usages. Et justement au point commun qu'on peut avoir avec notre audience sur les différents types d'usages. Par exemple, à l'Écho, on a une audience assez âgée, et donc quand on leur propose des choses sur le web, il faut penser à ce lectorat qui est moins peut-être agile avec les plateformes numériques. Et pourtant, on a aussi de plus en plus des utilisateurs, des internautes qui viennent de Facebook. Et donc des utilisateurs beaucoup plus jeunes. Donc là aussi, en termes d'intelligibilité, il va y avoir des degrés différents. Mais ça, j'y reviendrai aussi plus tard. Et enfin, il y a une autre partie qui est la distribution, puisque la distribution est très très importante. On ne distribue pas des contenus de la même manière sur Twitter ou sur Facebook, par exemple. Donc, parce qu'on va avoir les algorithmes qui vont en plus prendre en charge nos contenus, plus des canevas qui vont être très spécifiques. Donc tout ce monde en ébullition impose pour nous des nouvelles contraintes et aussi donc des nouvelles organisations et aussi aussi une nouvelle approche et une nouvelle organisation, des nouvelles compétences. Mais ce qui est très, très important en fait pour nous, c'est de se dire que le web nous a forcé à prendre nos contenus du point de vue de la réception, c'est-à-dire de l'audience. Avant, on construisait un canevas, un chemin de fer du journal une fois pour toutes et on le changeait de temps en temps, on changeait les rubriques. Et on travaillait surtout de notre point de vue de journaliste, c'est-à-dire on fait notre travail, on écrit un article, on analyse, on recoupe et on sert l'information, on la raconte. Aujourd'hui, moi, mon premier réflexe, ça va être de me dire, ok, j'ai une idée, j'ai une histoire à raconter, mais comment va être reçue cette information par l'audience, et par l'audience en ligne. Et c'est ça qui est très compliqué parce que si on commence à penser de cette manière-là, on va dire oui, mais alors on n'a plus une audience, mais on a des audiences. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup par rapport au sein de ma rédaction. J'essaie d'expliquer à tout le monde qu'on n'a plus une audience, mais on a des audiences. Mais des audiences, vraiment, c'est un grand pluriel parce que entre Facebook, entre notre site, marché, etc., ça fait une très grande diversité. Donc, comment on peut trouver un dénominateur commun à cette pluralité en fait de récepteurs et aussi comment nous on peut faire face avec les moyens qu'on a à cette diversité pour pas se perdre non plus. On reviendra sur l'exemple de Snapchat ou de Facebook ou de nos sites. Ce sont des manières d'apporter, de visualiser l'information qui sont complètement différentes. Donc ça c'est vraiment très important, que c'est une intelligibilité, je dirais, à plusieurs stades. Pour vous donner quelques repères pour cette présentation, je reviendrai assez rapidement donc, sur ma définition de l'intelligibilité et des données, ce changement de contexte
quelles sont les implications. Les nouvelles ambitions de la part des rédactions, on va faire des choses qu'avant on ne faisait pas, et donc ça va poser de nouveaux enjeux. Je vous donnerai quelques exemples sur 3 projets très très concrets. Et je finirai par la question de la diffusion et des plateformes, des contraintes spécifiques, les dénominateurs communs qu'on peut trouver et qu'est-ce qui fait consensus parmi notre audience, une audience donc multiple, et puis l'analyse de l'audience. Alors je resterai pas trop longtemps sur ce point-là parce que ça demanderait vraiment une présentation en soi, mais aussi les datas. On a énormément de datas qui sont disponibles pour l'analyse d'audience, mais qui sait vraiment les analyser, qui sait vraiment en tirer des conclusions pertinentes? Très peu de monde. Donc on annonce la révolution de la gestion des contenus grâce aux data, mais concrètement aujourd'hui, très peu de personnes sont capables d'en tirer quelque chose en tout cas du sens, un sens pertinent et fort. Simplement le contexte, donc Mediafin, qui est la société qui regroupe l'Echo et The Tate, un titre néerlandophone et un titre francophone. Au centre, on a une équipe multimédia composée d'environ une dizaine de personnes, donc bilingues, donc il y a des francophones et des néerlandophones. Et on a des journalistes, on a un développeur, on a un data journaliste, on a un journaliste vidéo, on a un information architect qui vient de rentrer et dont je vous montrerai les infos. Et on a 2 managers. Et moi, je suis un de ces 2 managers pour la partie francophone. Alors, la tentative de définition, parce que bon, j'ai regardé un peu les définitions forcément de intelligibilité. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Pour nous, ça implique en tant que journaliste de déconstruire pour reconstruire le sens, c'est-à-dire de voir la mécanique, de comprendre nous-mêmes. Finalement, c'est assez basique, mais vraiment de faire le chemin inverse pour pouvoir ensuite l'expliquer. Ça implique de partager des références et des usages communs avec l'audience. Les références, c'est comme l'intertextualité en littérature, c'est-à-dire qu'on va avoir des référents là culturels ou informationnels communs, mais aussi des usages communs avec l'audience, c'est-à-dire l'usage des plateformes numériques, les utilisations, la navigation, le user experience, comme on appelle ça. Pour nous, ça implique aussi d'assurer l'accessibilité sur les multiples plateformes. Donc qu'on le consulte sur mobile, sur desktop, qu'on le consulte en newsletter, dans un mail, il faut que notre information reste intelligible et tout en faisant un compromis, c'est-à-dire avec le temps et les moyens dont on dispose pour formaliser ces contenus. Et puis, dans les recherches que j'ai faites, forcément, l'intelligibilité, c'est quand on s'adresse à la raison, donc au raisonnement. Ça, c'est vraiment très très important, c'est ce qu'on peut comprendre aisément. Mais il y a une autre dimension, en fait, pour nous, ça va être le storytelling. Et le storytelling, historiquement, c'est aussi de s'adresser aux émotions de notre lectorat. Ça va être aussi de s'adresser, donc d'accrocher et de pas simplement avoir un raisonnement froid et rationnel, parce qu'on va devoir justement, par rapport à la concurrence, à l'aspect de concurrence sur les réseaux sociaux notamment, trouver ce qui va accrocher notre audience et ce qui va pouvoir l'amener à venir consulter notre contenu. Donc, il y a la raison, mais il y a aussi les émotions et il y a aussi des ressorts de ce type-là. Donc, il y a ce qu'on peut comprendre aisément, les différents degrés de compréhension qui vont être des portes d'entrée dans nos contenus, qui vont être des niveaux de lecture différents aussi, et qui va être l'histoire qu'on va pouvoir raconter et qui va donner un fil comme ça, conducteur, pour comprendre notre propos. Et dans cette notion d'intelligibilité aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout ce qui peut altérer la transmission. Et là, on revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire ce qui peut altérer, c'est un contenu qui ne serait pas bien digéré par le journaliste, et donc mal transmis, mais aussi dans les altérations de cette transmission, il peut y avoir le support, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas visible sur le mobile ou qui est difficilement consultable, qui est long à charger et qui donc ne correspond pas au temps de téléchargement moyen. Bref, il y a vraiment différents niveaux. Parce que on vit en tout cas nous on évolue dans un univers qui est l'économie de l'attention, c'est-à-dire de notre capacité en fait à attirer le lecteur et à lui livrer une information clé en main et compatible. Donc
on a des réseaux sociaux, on a un environnement concurrentiel et hétérogène, puisque forcément sur Facebook, on va avoir des chatons, on va avoir des contenus politiques, on va avoir des contenus de divertissement et il va y avoir les contenus, je dirais, informationnels que nous, on va pouvoir livrer. Donc ça, pour notre intelligibilité, ce n'est pas simplement de réussir à construire un propos logique et raisonnable pour analyser une réalité, ça va être aussi que ce soit intelligible formellement parmi des contenus hétérogènes. Les données, alors moi je ne le prends pas uniquement pour les chiffres, parce que voilà, mon travail c'est les chiffres, le texte, l'image, la vidéo, le son. Pour moi, c'est autant de données qu'on va essayer en fait d'orchestrer et de les faire dialoguer dans des contenus et dans un environnement unifié. Donc, faire de la pluralité de ce qu'on peut faire un tout cohérent. Le changement de contexte, j'en ai déjà donné des exemples, mais c'est des audiences qui sont très hétérogènes. Donc produire une information, on va l'avoir de façon multimédia, multi-support. Donc là, on va avoir le print, on va avoir le site web, le site mobile, les apps, bientôt les wearables. On va avoir aussi des multiplateformes, les sites, les réseaux sociaux, les newsletters. Et donc ça implique aussi une mission beaucoup plus large pour la rédaction. C'est-à-dire, et on va y venir avec les data, les données chiffrées, c'est-à-dire qu'on va... on se contente de moins en moins, et grâce au data journalisme notamment, de données clés en main, de feuilles Excel qu'on va nous livrer dans des communiqués de presse. On va aller aussi dire, une démarche proactive, d'aller sur les sites et d'aller extraire manuellement ou en les téléchargeant des données. Donc ça, c'est évidemment l'open data. C'est aussi la capacité de faire via le scrapping, donc l'extraction de données, d'aller chercher nous-mêmes, de fouiller les données. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on va revenir à la collecte de l'information jusqu'à la diffusion dont je vous parlais tout à l'heure et à la promotion. Puisque quand un journal est bouclé, il part à l'imprimerie et là il y a tout un réseau structuré qui fait qu'on le diffuse, ils sont mis dans des présentoirs, etc. Le travail est fini. Nous, on va vraiment devoir le faire nous-mêmes et y penser, en tout cas l'anticiper. Et donc ça implique une nouvelle chaîne de production pour faire face à cette mosaïque d'usage. Et puis même une fois qu'on a diffusé et fait la promotion de nos contenus, on va devoir faire une analyse d'audience en temps réel, mais aussi a posteriori. Donc on a étiré finalement le travail dans la rédaction et dans les questions et le job description, je dirais, des journalistes. Donc ce qui est vraiment important, c'est que voilà, on n'a plus une audience, mais des audiences. Et il va y avoir aussi en termes d'intelligibilité des dilemmes. C'est-à-dire que, je parlais des référents communs, on fait beaucoup de contenu sur la bourse, sur les chiffres, sur l'économie. Donc on aura en termes d'intelligibilité des référents communs très forts avec par exemple un lecteur du 50-55 ans qui est peut-être boursicoteur, c'est-à-dire qui va vraiment connaître très bien le milieu de la bourse, mais qui va venir sur notre site et qui là aura des usages, une pratique du web qui sera différent et qui sera peut-être en tout cas pas proportionnel à sa connaissance théorique ou sa connaissance du sujet. Par contre, on va avoir un lecteur qui va venir de Facebook, peut-être plus jeune, qui aura des référents culturels ou des référents de savoir économique qui vont être beaucoup plus faibles, mais là on aura des usages d'utilisateurs du web qui seront beaucoup plus avancés. Donc on est dans un grand écart entre le sens et les usages et on essaye d'avoir un dénominateur commun et dans nos contenus. Ça c'est vraiment très important et c'est ce qui m'amènerait à parler finalement d'intelligibilité variable. Et pour mesurer vraiment pleinement le défi qu'on a aujourd'hui, il faut voir la différence entre ce qu'on faisait avant, ou ce qu'on continue à faire donc dans le print, et ce qu'on va faire dans le multimédia. Et ce sont vraiment deux métiers, deux approches différentes.
En termes de production, on va avoir une régularité, un flux pour le print, et on va avoir une forme de ce que j'appelle une arythmie et une rupture du flux. On va avoir un support unique et stable d'un côté, multiple et changeant de l'autre. On va avoir une organisation qui est plus de l'ordre du processus industrialisé avec un chemin de fer, alors que multimédia, l'approche multimédia et numérique, ça va être un circuit ad hoc et des chemins de traverse. C'est-à-dire que chaque contenu au niveau multimédia va appeler une forme, et une promotion et un storytelling différent. On peut lister toutes les différences, mais c'est vraiment très important pour nous, pour notre réflexion sur l'élaboration des contenus. Alors, il y a des nouvelles ambitions, puisque les possibilités qui sont ouvertes, et c'est moi ce qui m'a donné la vocation de continuer dans le journalisme web et dans l'approche multimédia, c'est qu'on a de nouvelles possibilités. Dans la construction, on a le storytelling multimédia. Dans la réalisation, on va avoir des questions de programmation, de code. Et puis dans la diffusion, on va avoir du community management. Donc tout ceci, en fait, ces nouvelles ambitions vont avoir un impact sur l'évolution des équipes et des spécialisations. Finalement aussi, ça va nous permettre de remettre un peu l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire que on va se poser de nouvelles questions, notamment sur la donnée, et je vais y revenir tout à l'heure, sur le fait de à nouveau s'interroger sur nos sources. D'où viennent les données, comment elles ont été produites, comment elles ont été transmises, comment elles ont été structurées, alors que le rythme, je dirais, d'un quotidien, et encore plus en télé et en radio, fait que on a de plus en plus tendance, malheureusement, à prendre des informations, des données qui sont déjà structurées par les organismes ou par les institutions qui vont nous les livrer. Or, quand on va extraire nous-mêmes nos données, eh bien, on va retomber dans des choses qui ne sont pas nouvelles du tout, qui sont des questions de méthodologie, qui sont des questions de statistiques, qui sont des questions de fiabilité. Et ça avait un peu déserté, je pense, les rédactions. On était plus dans la visualisation pure de données qui étaient déjà structurées. Mais là, on fait le chemin inverse. Et quand nous, on travaille, on reprend les choses. Et s'il y a une équipe, où il y a un journaliste du print qui va travailler sur un sujet, et nous, on va travailler sur le même sujet, sur les données, on va travailler de manière différente. Et on va se poser plein de questions. Et des questions qui feraient que si on se les posait pour le journal papier, on ne pourrait pas sortir notre sujet le soir même ou boucler à 22h30 le journal. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que si on commence à se poser des questions méthodologiques notamment, ou statistiques, eh bien on ralentit le processus de production de l'information, et là on arrive en opposition, en tout cas ça fait un obstacle aux temporalités de production et de livraison des journaux, qu'ils soient papier, télé ou radio. Donc ça c'est vraiment très important. Alors, je pourrais le résumer en disant qu'on est passé de la visualisation de données simples et structurées à la mise en récit de données brutes et complexes. Ça nous permet en fait ça a été ouvert par l'open data. C'est ouvert aussi par les possibilités de scrapping, donc d'aller extraire des données, notamment on l'avait fait pour Airbnb. On est allé sur leur site et on a extrait des données pour essayer d'en tirer des conclusions, voir s'il y avait des tendances. Donc ça c'est vraiment important, et ça permet à la fois de retrouver une certaine liberté et aussi de prendre du recul par rapport à l'agenda médiatique. On sait que les journalistes sont pris justement dans l'urgence souvent, on court après l'actualité plutôt qu'on l'a fait. Et bien là, avec avec cette possibilité de redevenir maître des données, ou en tout cas d'essayer de redevenir maître des données, eh bien on va se décaler de l'agenda médiatique et on va pouvoir arriver avec des informations à nous. Et un exemple vraiment très simple, il y a un jeune journaliste qui va bientôt faire partie de la rédaction, Maxime Delru, qui s'est interrogé sur la pollution à Bruxelles, notamment donc les émissions de particules. Et il avait vu que sur un site, il y avait des données qui étaient disponibles.
Et en dehors, on n'était pas lors de la journée mondiale de l'environnement ou quoi que ce soit. Il a pris le parti d'aller regarder et il a réussi à extraire les données et il a produit un article qui était en dehors du flux et de ce qui était prévu. Et il y a eu des conclusions assez intéressantes. Et par exemple, notamment, que la pollution à Bruxelles a tendance à baisser, mais que comme on mesure de plus en plus souvent cette pollution, eh bien ça devient de plus en plus à l'agenda médiatique, mais aussi que les normes ont tendance à être plus exigeantes. Et dans son article, ce qui était intéressant, contrairement peut-être à un article qui aurait été écrit, je dirais, il n'y a rien de dénigrant, mais par un article d'un journaliste de presse écrite qui aurait dû faire ce sujet un peu clé en main, c'est que là, il s'est aussi beaucoup interrogé sur la méthodologie et il l'a précisé dans son article. Donc pour l'intelligibilité de ce qu'il racontait, l'histoire, la pollution a tendance à baisser à Bruxelles, ce qui était un fait en soi étonnant, qui est intéressant à soi. Il a vraiment creusé le côté méthodologique et il a même fait un encadré là-dessus. Pareil, il avait fait un autre sujet sur le taux d'emploi. On parle souvent du taux de chômage, mais lui, il a fait le taux d'emploi. Et ben, logiquement pour lui, il a mis un encadré méthodologique pour l'intelligibilité des données. Comment est calculé le taux d'emploi? Quelle est la différence avec le taux de chômage? Je trouve que ça change la manière de faire. Ce n'est pas toujours compatible dans l'exercice quotidien de notre métier, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc, on se réinterroge sur les sources. Et ça, je dirais que je pourrais l'attribuer à la culture du data journalisme, même si le data journalisme n'est pas une pratique nouvelle, même si elle change de forme. Effectivement, on a toujours analysé des données et les infographistes, historiquement, dans les rédactions, traitaient ces données, avaient ce savoir-faire. Mais en mettant le data journalisme au devant de la scène et en affirmant certaines valeurs, eh bien, on passe de la visualisation à la compréhension de données plus profondes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que la culture des chiffres, la culture de la data dans les rédactions est assez faible et je plaide aussi coupable. Manipuler des fichiers Excel, manipuler des données, c'est quelque chose que je ne sais peu faire ou pas faire. Et donc, comme on collabore, donc l'équipe multimédia que je vous ai montré tout à l'heure collabore avec les journalistes, en fait on s'aperçoit que ces journalistes-là donnent des cours d'Excel. Et donc comment on trie, comment on nettoie, voilà. Donc on revient finalement à la base qui est la même manipulation de données brutes ou en tout cas non structurées. Donc il va y avoir de l'Excel et puis de venir aussi avec des notions de statistiques. Ce qui est très très important. Donc on va avoir un métier, donc une forme de spécialisation autour, donc techniquement, autour du scrapping, le nettoyage, la structuration des données, l'analyse, la hiérarchisation et puis finalement l'histoire. Et ça c'est vraiment, vraiment très important parce que cette histoire, il peut y avoir une histoire et il peut ne pas y avoir d'histoire. Et quand il y a une histoire, on va enfin passer à la visualisation. Or, on a tendance à penser que oui, tiens, on a des chiffres, il faut faire un graphique. Mais c'est plus compliqué que ça. Et ça peut créer quelques tensions en rédaction. Et il y a une couche supplémentaire dans les spécialisations et dans ce qu'on appelle le data journalist, ça va être la programmation, où on va avoir à la fois des notions de design pour l'intelligibilité des données, c'est-à-dire leur représentation, et aussi l'interactivité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui ouvre des nouvelles perspectives, c'est l'interactivité par rapport aux pages web, où on va pouvoir jouer avec les données. Alors on a deux écoles, il y a l'école du Guardian qui a vraiment poussé la logique très très loin, c'est-à-dire que souvent il nous donne une toile d'araignée avec des données compilées, des millions de données, et c'est à l'utilisateur de trouver son chemin. C'est une forme de database qu'on rend disponible et c'est joli, en général c'est joli, c'est à la fois abstrait et en même temps ça nous parle et donc on passe notre curseur au-dessus et puis on voit des chiffres. Mais en général, personnellement je suis assez sceptique, très vite moi je décroche, c'est-à-dire que je joue un peu comme un gadget et pourtant il y a énormément de travail. Et
Et en fait, au fur et à mesure, dans donc, ces grandes rédactions qui ont beaucoup de data journalistes, ces data journalistes nous disent quoi? Ils disent finalement, on revient à des formats non interactifs, donc pas interactifs, des images et une histoire. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important, c'est de replacer la data, ou en tout cas les données, ou dans une histoire. Et moi, je sais que j'avais aussi un data journaliste qui est parti, qui s'appelle Martin Lambrecht, qui est quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur la visualisation de données, qui est ingénieur. Et il produisait de magnifiques schémas comme ça, interactifs, avec énormément de données. Et j'étais toujours un peu sur ma faim. J'étais très content qu'il était là, qu'il soit là, mais je lui disais oui, mais il faudrait une histoire. Et on a travaillé pour faire des longs formats sous base d'histoire où en fait on va prendre ce schéma global et on va le décomposer en autant d'images et en mettant un commentaire, c'est-à-dire en l'intelligibilité double, c'est-à-dire de visuel et aussi textuel pour expliquer ce que nous on en tire comme conclusion et comme sens. Et ce sont les contenus qui ont le mieux marché finalement. Parce que les gens restaient et puis on pouvait par petits blocs de texte progresser dans le sens. Donc cette histoire d'interactivité est positive, mais il ne faut pas qu'elle nous fasse oublier justement l'histoire qu'on doit raconter. Alors, j'ai choisi 3 exemples. Je regarde le temps qui me reste. Le premier, c'est donc les achats et ventes d'actions en bourse par les insiders, c'est-à-dire les patrons de sociétés qui ont accès à des informations privilégiées et qui, eux, vont décider d'acheter ou de vendre certaines actions. C'est un travail qui a été mené donc, par un journaliste et notre information architect qui est un jeune journaliste qui réfléchit beaucoup à la manière de présenter et de rendre intelligibles les choses. C'est assez intéressant parce que le journaliste est venu en disant voilà, on a plein de chiffres, qu'est-ce qu'on en fait? Comme si la personne qui sait traiter les chiffres peut lui-même créer du sens facilement et peut se dire bah, j'ai des chiffres, c'est facile, je les visualise et voilà. Et donc la plus grosse part en fait de travail de l'équipe multimédia, ça a été juste de traiter les informations et d'aider le journaliste à les mettre dans une feuille Excel, à collecter d'abord, parce que ce ne sont pas des données structurées, de les collecter, de les extraire, de les mettre en forme dans un Excel, de les trier, de voir s'il y a des conclusions. Donc il y a eu une approche, je dirais, très technicienne avec le journaliste pour l'analyse des données. Ensuite, ici on voit, donc c'est une page que je peux vous montrer. Donc ce qui s'est passé, en fait, là on parlait des différents niveaux d'intelligibilité au début. Il y a plusieurs travaux dans ce contenu. Il va y avoir un travail très simple qui est la structuration des données et la mise à disposition. C'est-à-dire la possibilité, avec par exemple, de choisir une personne, un patron, et de voir quand est-ce qu'il a acheté, et donc de rendre exploitable, cherchable ces données-là. Il va y avoir un autre travail qui va être, donc là c'est vraiment une mise à disposition. L'autre travail qu'il va y avoir, c'est la mise en contexte de données brutes sur une timeline, puisque très rapidement on s'est rendu compte que de mettre une liste avec quand est-ce qu'on a vendu ou acheté tel ou tel d'action, c'était pas forcément très intéressant ou très parlant, donc il y a eu l'idée de faire une timeline avec le cours des actions pour replacer les moments où ils ont acheté ou vendu une action. Donc ça, je dirais que c'est une forme de mise en perspective. Et puis il y a eu l'approche visuelle, donc là on a une interaction, mais une approche visuelle aussi, et je dirais synthétique, pour montrer de manière assez traditionnelle dans une image les plus grands acheteurs, les plus grands vendeurs, et d'avoir un accès direct et pas
pour les gens qui ne veulent pas justement naviguer dans les données et faire des recherches très précises, d'avoir quand même une forme synthétique à disposition. Il y a eu aussi une approche donc, visuelle, avec une mise en scène synthétique, et puis il y a une histoire. Il y a une histoire qui a été racontée, alors pas directement dans cet article, mais dans un autre article. Ici, un article beaucoup plus traditionnel, donc avec un encadré méthodologique sur le côté, et en intégrant dans l'histoire qu'on va raconter et dans les conclusions qu'on en tire, en mettant, donc là c'est en jaune, des liens sur le nom des patrons pour qu'ils puissent, donc via un lien hypertexte, pour que le lecteur, s'il est intéressé, puisse arriver directement sur notre schéma. Alors ces deux pages, ça reste encore deux pages différentes, c'est pour ça que je vous parle d'un casse-tête, parce qu'on doit naviguer et pour avoir des pages pleines comme ça et ouvertes, on doit sortir du site. Ça c'est encore des contraintes qu'on a. Mais en tout cas, on a essayé d'à la fois donner différentes entrées dans ce contenu. Une entrée de base de données, une entrée visuelle, une entrée d'histoire. Et donc aussi différents niveaux d'intelligibilité, c'est-à-dire de ne pas trop complexifier parce que certains ne vont pas lire ou ça ne les intéresse pas de lire toute une analyse très fouillée et ils préfèrent avoir un contenu synthétique derrière. Donc ça c'est assez intéressant et exemplaire de ce qu'on essaye de faire. C'est pas encore totalement satisfaisant, mais on est toujours dans un compromis à la fois de plateforme et aussi d'histoire qu'on peut raconter. Et je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a eu l'article en papier, puisqu'on multimédia, c'est pas que du web ou du numérique, c'est vraiment multimédia de print. Donc on voit qu'il y a eu encore une troisième visualisation sous forme infographique, qui peut en fait être qui est aussi intéressante. Pourquoi? Parce que en général le service infographie travaillait de manière en mode paysage, donc sur la largeur, et que de plus en plus ils essayent de travailler en vertical. Pourquoi? Parce que cette infographie là va se retrouver sur le smartphone, et donc verticalement c'est beaucoup plus facile de consulter et de naviguer dans l'image. Donc c'est là où on essaye de se rapprocher avec les contraintes forcément de chaque support. Et je parlais du mobile, cette page est totalement responsive, donc ça veut dire qu'on peut quand même l'utiliser, on peut quand même faire une recherche et on peut aussi visualiser donc dans un format vertical l'infographie elle-même. Je passe à un autre exemple. Pour un an après les attentats du 22 mars à Bruxelles, il y avait une volonté de reconstituer un réseau pour montrer qui et quoi dans le terrorisme. Et il y a eu un travail avec un journaliste et puis aussi quelqu'un de l'équipe de mon équipe, Thomas Roulens, de voir comment on pouvait visualiser ce réseau. Ça, c'est le dessin du journaliste, pour se structurer lui-même. Je parlais de déconstruire pour reconstruire ensuite, à partir de toutes les informations, les micro-informations qu'il a eues de différentes sources, il a essayé de reconstruire. Et bien très vite pour nous, la question du réseau est très 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 compliquée. On a essayé de différentes manières de représenter des réseaux, puisque ça arrive très souvent. On est parti donc de ce schéma-là. Il y a eu tout un travail, et puis Thomas s'est dit, finalement le réseau ça va être trop complexe et c'est trop compliqué de mettre toutes les personnes dans les bonnes cases, avec les bons lieux, avec tout ça. Donc il a changé son approche, et il s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas sous forme de cards. Alors les cards, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui a été parmi les premiers, c'était le réseau social Pinterest qui l'a fait, et nous on l'utilise énormément, et c'est sous forme de cards
on va dire interactive, c'est quand on clique, elle se retourne et donc ça permet de donner, par exemple, quand on avait l'élection américaine, on avait les différents candidats avec une fiche, une biographie très, très succincte, et quand on retournait cette carte, eh bien là on avait des citations, on avait un contenu plus approfondi. Et donc il a commencé à dessiner, à voir, lui son objectif c'était en fonction des lieux, il y avait deux choses, les lieux et les personnes. Et donc il a commencé à travailler de cette manière-là. Et puis il pense, quand on développe des applications, maintenant on les développe d'abord pour le mobile, pour voir que ce soit compatible. Donc il commençait à réfléchir par écran, comment on pouvait naviguer ou pas, qu'est-ce qui était le plus simple. Et là on arrive à l'intelligibilité de l'usage. Donc il y a l'histoire, mais il y a aussi l'usage. On a tous appris à swiper, à recharger une page avec des gestes très précis, mais ce sont encore des pratiques qui sont en cours de consolidation. Et quand on voit Snapchat, par exemple, pour moi c'est un enfer, je ne sais jamais, je vais en haut, en bas, je tourne, je me dis mais non, il est où ce bouton? Oui, je l'ai vu, etc. C'est encore vraiment en pleine mutation, et maintenant on a même, Apple donc, a sorti ça avec son dernier téléphone, une pression différente sur le contenu qui affiche des choses différentes. Donc il y a vraiment, c'est multidimensionnel, il y a aussi le fait de bouger son téléphone, donc c'est à la fois très riche et très confusant, pour utiliser un mauvais terme, pour l'utilisateur lambda qui n'a pas des pratiques numériques très importantes. Donc, j'avance un peu. Il a vraiment travaillé, comme je vous disais, sur le mobile, pour se dire, tiens, comment on peut faire des différentes entrées. Et puis, il a abouti à ces systèmes de cartes, donc à la fois sur ordinateur et sur mobile. Et donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on peut visualiser un lieu, les terroristes et les complices. Donc, et ça a fait finalement 4 entrées, avec une carte, avec la possibilité d'avoir vraiment plus d'informations, les différentes portes d'entrée. Hop. Mais je trouve que c'est un travail assez intéressant parce que ça mobilise énormément à la fois de compétences, à la fois du graphisme, à la fois de la structuration. Et c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et je suis très content que lui soit là pour y réfléchir parce qu'on on se sent vite dépassé par la multiplicité des types d'écrans, des usages et des compatibilités. Et dans le journal, en fait, il y a une autre approche qui a été choisie. Donc on a le texte, mais on a une approche infographique plutôt là de réseau traditionnel qui a été choisie. Parce que pendant longtemps on s'est dit on peut travailler tous ensemble, l'infographie, le pôle multimédia, le journal. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a certains projets, on est obligé de suivre 2 voies différentes et donc de travailler vraiment différemment. Ou parfois de faire des compromis en fonction du temps qu'on a. Dernier exemple, alors là c'est les 360 degrés, la navigation à 360 degrés. C'est quelque chose que j'ai commencé, je trouvais ça intéressant et en même temps je trouvais ça très compliqué parce que quand je regardais une vidéo à 360 degrés, j'étais très vite frustré parce qu'il y a un propos linéaire, parce que c'est une vidéo, et en même temps il y a une action qui se déroule à 360 degrés, ce qui est le principe. Mais je regardais cette vidéo et vite je regardais à droite, à gauche, et puis il y avait un autre plan, et donc j'étais pas bien synchro avec l'ouverture de l'autre plan, du deuxième plan, puis du troisième plan, et j'étais vite. Et je me demandais toujours, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai eu le temps de tout voir? Et est-ce que est-ce que j'ai compris ou pas? Et donc on a travaillé sur le 360, mais en mode photo, c'est-à-dire image fixe.
en proposant donc des contenus et même une navigation. Donc le principe, c'était on faisait une visite commentée des futurs chantiers de rénovation de la ville de Charleroi. Et dans le format, on avait à la fois une double page pour le journal et un récit 360. Les contraintes, c'est que c'est un nouveau type de navigation, donc de nouveaux usages, et ça c'est vraiment très très important. Que je voulais mettre du multimédia dedans, c'est-à-dire vraiment texte, photo, vidéo, et que ce soit compatible à la fois sur les ordinateurs et sur les mobiles. Au final, on a travaillé, je ne voulais pas non plus qu'on fasse, puisque c'est Facebook notamment qui a popularisé le 360, qui permet de le mettre dans la timeline avec quelques mots d'explication et c'est tout. Moi, ce qui me semblait important, c'était de ne pas faire du 360 un gadget, c'est-à-dire qu'on tourne 2 fois et puis bon, ça y est, on s'est bien amusé. C'était de le remettre dans un contexte de sens, en tout cas un contexte d'article, avec un texte, une infographie et le 360. Et ce qu'il y a là-haut, là, c'est vraiment... on est au cœur du problème des usages, justement de l'intelligibilité et donc le frein qu'on peut avoir pour le sens à cause des usages. On essaie de préciser que pour l'expérience complète, on peut utiliser un casque audio, on peut naviguer dedans et utiliser sa souris. J'ai sans doute pas trouvé encore les bons pictogrammes parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu qu'il y avait du son ou d'autres qui ont dit oui, bon, ok, donc ils cliquaient, play, et puis ils appuyaient sur cette flèche directement. Alors qu'on peut naviguer directement dans l'image, avoir des contenus supplémentaires et avec du texte, on peut visualiser. Et puis effectivement, on peut regarder en haut, en bas, on peut avoir du texte avec la photo, parce que quand on construit ce genre de contenu, on peut dire que certains ne vont pas entendre, et là on ne l'entend pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas branché le son sans doute. Oui. Si je le... Je ne sais pas. Bon, on n'entend pas, mais en fait, donc l'architecte qui va rénover la ville de Charleroi, il y a un son qui il explique les choses. Mais certains ne vont pas mettre le son, donc il faut que ça suffise de naviguer sans le son et qu'on puisse quand même voir des visuels et qu'on puisse aussi comprendre le sens. Donc là, il y a du texte, mais ici, il y a un résumé en fait, de ce qu'il dit à l'oral. Et il y a la question de la navigation. Et alors là, depuis, ça c'était le tout premier qu'on a fait, maintenant on a évolué un peu, fait évoluer la navigation. C'est-à-dire qu'on peut se transporter dans une autre place et continuer notre navigation comme ça, et à chaque fois avec du texte, de la photo, voilà. Par exemple ici au Belvédère, on va avoir un contenu vidéo qu'on va pouvoir lancer. Et aussi doublé avec du texte et une image pour ceux qui n'ont pas accès différent. C'est vraiment important, c'est ces différentes portes d'entrée dans le contenu qui prennent en compte à la fois l'usage et aussi le temps disponible pour des internautes pour qu'ils puissent avoir des navigations, je dirais, différentes. Donc c'était un travail intéressant et en même temps vraiment exemplaire des difficultés, ou en tout cas des challenges qu'on a pour vraiment mettre notre propos. Et ça, il faut voir aussi que c'est disponible avec un casque de réalité virtuelle ou les cardboards. Donc voilà, donc la plateforme est compatible, ce qui fait qu'on peut avoir une expérience sur ordinateur comme ça, on peut avoir une expérience comme ceci avec son téléphone en regardant tout ça, mais aussi on peut avoir une expérience avec le téléphone dans les lunettes et des écouteurs. Et là, on est vraiment dans le contenu. Je vais encore avancer un peu plus.
Ce qui était intéressant, c'est que j'étais assez sceptique sur la réception justement de l'audience en me disant c'est compliqué, et en fait l'audience a répondu présent et depuis on a produit une vingtaine de ces images interactives et finalement il y a eu une adhésion, en tout cas au niveau des chiffres et des retours qu'on a eus, ça a très, très bien fonctionné alors que j'étais plutôt sceptique. Hop, je passe rapidement. Mon temps est écoulé, 3 minutes, me dit-on en régie. Pour continuer et aller au bout de mon propos, je voulais vous montrer ceci, qui sont donc les tailles souhaitées pour les différentes plateformes. Et ça montre voilà, les défis et le challenge qu'on a en rédaction. Quand on produit un contenu qu'on veut diffuser, ne serait-ce que sur Twitter et sur Facebook, eh bien, voilà, c'est une autre présentation, c'est des ratios d'images différentes, c'est du texte, moins de texte pour l'accompagner. Par exemple, il faut savoir que Facebook, quand on fait une publication sponsorisée, donc quand on paye pour booster publication, s'il y a trop de texte sur l'image, l'algorithme de Facebook refuse la publication. Donc si on met une image avec un titre et, je ne sais pas, 2 lignes de texte, il le refuse. Il dit non, il y a trop de texte, on ne maîtrise pas votre communication, donc c'est refusé. Même si on veut vraiment payer, qu'on voudrait payer plus cher encore, on ne pourrait pas. Donc dans notre conception graphique, c'est vraiment très important sur le message. Donc ça c'était pour l'affichage, mais aussi dans la navigation. On voit avec Snapchat une navigation, je dirais, par slide, avec vers le haut, vers le bas, sur le côté, avec des retours des écrans. Une navigation par timeline dans Facebook, une navigation par cards dans Pinterest et une navigation mixte dans Google+. Donc ça aussi c'est très important pour la diffusion et de nos contenus, de prendre en compte ces différents usages, à la fois en termes de titres, en termes de visuel et en termes d'attractivité aussi. Donc un dernier mot aussi sur Facebook, parce que on parle d'intelligibilité des données, d'ouverture, de se dire qu'on a accès à plus d'informations, de plus d'outils pour les visualiser, et en même temps, on a une réduction et une uniformisation presque mondiale, on peut dire mondiale, avec les vidéos Facebook. Facebook a décidé un jour de faire l'autoplay pour faire grossir l'audience et les chiffres. Et on s'est rendu compte qu'il le lançait sans le son. Et que plus de 90% des utilisateurs regardaient des vidéos sans le son. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'échelle mondiale, des États-Unis jusqu'en Asie, eh ben on a les mêmes types de vidéos, c'est-à-dire des vidéos courtes, colorées et sous-titrées avec du texte. Et que tout le monde le fait. Et j'en discutais avec des gens même du monde en France. Ils disaient oui, effectivement, en fait, on uniformise, toutes nos vidéos se ressemblent. Et donc ça pose aussi des questions très très importantes parce que si on a réussi à avoir une forme de consensus à l'échelle presque mondiale sur la consultation d'un type de contenu et que ça fonctionne, ça réduit énormément aussi les champs et l'inventivité et la créativité qu'on peut avoir. Et donc on a des contraintes maintenant. Si on veut faire une vidéo qui fonctionne sur Facebook, on doit la faire dans un canevas très très précis. Un mot pour finir. Ce qui fait consensus parmi nos lecteurs, ce sont les cartes, notamment les cartes interactives. Je pense que là, on a la double contrainte qui est pour l'intelligibilité, qui va être la contrainte des référents communs et la contrainte d'usage. Les référents communs, c'est simple, c'est la géographie. On sait où se trouve notre ville, notre village, les régions. Et le référent d'usage, c'est que on peut très facilement taper le nom de sa commune dans le moteur de recherche ici et trouver directement l'information. Ça, je pense que c'était très important. Et après, vous allez pouvoir parler d'interactivité, de possibilités folles, finalement. Le consensus qui se fait, c'est sur le scroll.
Donc ce qui est le plus basique dans le web, et ce qui est aussi le plus basique en termes de mise en page, je dirais qui est issu des magazines, des mises en page de magazines, c'est-à-dire un fond blanc, aéré, du texte et de l'image. Et finalement assez peu d'interactivité, même si on en met. Là, c'est pour le 22 mars, on avait développé, on a travaillé beaucoup sur l'image et sur le texte. On a un récit textuel très fort, et puis des images et quelques vidéos. Mais il faut savoir que les vidéos, il y a moins de 2% des internautes qui ont consulté ce long format, qui ont consulté les vidéos. Ils sont restés au texte et aux images directement. Donc c'est un véritable casse-tête toujours, je reviens avec ce mot-là pour nous. Mais au final, c'est ce qui passe le mieux, texte plus image, même sur une navigation mobile. C'est ce qui fait aussi consensus dans les usages. Oui, ok. Simplement pour l'analyse, je vous en ai parlé avant, on a accès en temps réel à énormément de contenu, de données, de mise en contexte, mais au final, on a déjà assez peu le temps de le faire et on n'a pas forcément les data analystes dont on aurait besoin pour tirer des conclusions pertinentes.